Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vous avez peut-être loupé l'information, mais le gouvernement a désormais le droit de bloquer l'accès à un réseau social Françaises, Français, en cas d'événement grave. devant l'état de décomposition dans lequel se trouve notre cher et vieux pays. Si vous faites par exemple vraiment n'importe quoi, J'ai décidé, suite aux différents appels que j'ai reçus, là on a le droit de vous faire taire. de me présenter à la présidence de la République pour 2026. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre et ça n'arrêtera pas de sitôt, hein, le grand cri de combat d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a eu une guerre, mais c'était il y a très longtemps, plus de 60 ans. Franco-algérienne, la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, est allé voir le président Tebboune, le président algérien Tebboune, et il paraît que ça s'est très bien passé et que les relations se normalisent. Alors c'est quoi l'état normal ? Est-ce que c'est comme le fait que François Hollande était un président normal ? On va en parler avec Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de Vers un choc global aux éditions L'Artilleur. C'est intéressant de ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Et puis c'est le miroir de ce qui se passe aussi ailleurs. Et puis on va parler aussi d'autre chose. C'est passé pas tellement, on en a parlé, mais pas tellement. Le Conseil d'État autorise le gouvernement à interdire l'accès aux réseaux sociaux en cas de circonstances exceptionnelles. Oui, interdiction de certains réseaux sociaux, voire de tous, en cas de circonstances exceptionnelles. Ça veut dire quoi ? Là aussi, avec Fabrice Epelvoin, on va essayer de décrypter. Est-ce que c'est encore un cas de renvoyer la censure ? On le saura. Et puis alors, les profs menacés, les écoles déplacées, tout va bien en douce France, hein, le cher pays de notre enfance. On va en parler, les perles, les huées, les bravos, vous savez, ça va être pas piqué des hannetons, vous verrez. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, avec le face-à-face, nous allons recevoir l'ancien député Jean-Frédéric Poisson, qui vient d'écrire un livre, un petit livre sur l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses là aussi avec l'Organisation mondiale de la santé. Après la pandémie du Covid, qui la finance, à qui elle appartient et est-elle en soins palliatifs aujourd'hui, cette Organisation mondiale de la santé ? On va en parler tout à l'heure. Français parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, peut-on dire heureux qui, comme Jean-Noël Barrot, a fait un long voyage du côté des rives sud de la Méditerranée ? On va en parler tout de suite avec Alexandre Delval. Qu'est-ce qui se passe ? Nouvel épisode entre la France et l'Algérie ? À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais elle me bat au bras de fer. Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois faire. Jacques Higelin, bras de fer, bras de fer. Oui, on peut se demander si c'est bras de fer ou si ce n'est pas biceps de coton. On se demande, voyez. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, est allé en Algérie, vient de rentrer, après une journée de discussion. Attention, 2h30 d'entretien avec le président Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et apparemment, selon notre ministre des Affaires étrangères, ça s'est bien passé. Et il annonce une nouvelle phase dans les relations bilatérales. Ah oui, il y en a eu des phases. Eh bien, ça continue. Voilà, elles étaient rompues depuis 8 mois. Vous savez que Abdelmajid Tebboune a refusé 4 fois de venir en France. En tout cas, il a reporté sa visite 4 fois. Alors voilà, entretien, etc., etc. Donc, il y a eu un appel entre Macron et Tebboune. Ils sont allés se voir et dit Jean-Noël Barrot, il y a normalisation. Mais Alexandre Delval, d'abord, toujours heureux de vous recevoir. Vous êtes géopolitologue, le dernier, votre plus récent livre, Vers un choc global aux éditions L'Artilleur. Mais alors justement, ce choc entre la France et l'Algérie, Dieu sait s'il y en a eu, mais là, on a l'impression que effectivement,
Vous savez, les gens s'attendaient soit qu'il y ait des accords sur les OQTF, soit sur les laissez-passer consulaires, soit sur la remise en question du fameux accord de 68, etc. Soit peut-être, évidemment, beaucoup l'espéraient secrètement, qu'ils reviennent avec Boualem Sansal dans l'avion, vous savez, qui est là depuis quelques mois, retenu vraiment, et qui n'a même pas un avocat, hein, parce que on lui a refusé la présidence Françoise Imré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'impression qu'on a, c'est que oui, il est rentré, mais est-ce qu'il est rentré bredouille ou c'est encore les nouvelles phases et ça va continuer comme ça, à votre avis? Ça ressemble plutôt à une sorte de canossa avec un homme qui vient faire amende honorable en disant au caïd Tebboune, oui, on a compris, votre interlocuteur ne doit pas être Monsieur Rotaillot. Il est normal que l'Algérie décide qui est l'interlocuteur. Nous avons bien compris. On gérera peut-être les OQTF, si votre majesté le veut bien un jour. Nous le gérons comme vous le voulez, avec la personne que vous voulez. Et ce ne sera pas le ministre de l'Intérieur. Mon ami Amardib m'a expliqué tout à l'heure les côtés même positifs de cet échange. Mais oui, il me dit, Amardib, c'était un grand conseiller d'Alil Boubaker, qui connaît très bien l'Algérie, qui est d'origine algérienne. Et il m'expliquait que l'accord qui a été trouvé pour les OQTF, ce sera que ça passera par le ministère des Affaires étrangères. Alors on peut dire c'est pas mal parce qu'il y a un déblocage, mais ça veut dire que c'est Tebboune qui va dire aux Français comment va se passer la gestion des OQTF, avec qui et qui on va rayer. Et qui on va interdire. Ils ont dit qu'il y a quelques OQTF qui vont peut-être être exécutés, enfin que l'Algérie va accepter. De ministère des Affaires étrangères à ministère des Affaires étrangères. Et donc les consulats algériens vont accepter éventuellement de commencer à coopérer avec les Français, à condition que l'interlocuteur français ne soit pas le ministère de l'Intérieur. Il y en aura probablement un dans la salle, il y en aura probablement un, mais ce sera le ministère. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à un accord un peu de dupe, mais surtout, M. Barrot est allé au-delà du canossa. C'est l'expression qu'a employé M. Driancourt. Il y a aussi le côté VRP. Depuis des années, déjà depuis l'ère Chirac, on a beaucoup de diplomates français qui sont en fait des VRP et qui vont plaider, souvent d'ailleurs sans obtenir de résultats, pour nos entreprises. Il est vrai que l'Algérie achetait plus de biens que la France achetait des biens à l'Algérie. Bon, la France achète du gaz à l'Algérie, mais pas autant qu'avant. Mais pas extraordinairement, oui. Mais quand même, elle achète, mais pas en ce qui concerne les biens et services, et même les céréales, c'est plutôt l'Algérie qui achète à la France. Donc la France était ennuyée, les entreprises se sont plaints qu'on ait remplacé le blé français par du blé russe, et apparemment ça aussi c'était dans la balance. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'a pas été question des accords de 68, ni des accords de 2007, de ministre à ministre, Kouchner, etc., pour ce qui concerne les visas que j'appelle de complaisance. Oui, et les situations exceptionnelles, je rappelle, non, justement, pour vous le savez, vous le savez très 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 bien, Alexandre, mais je rappelle quand même quelque chose, que c'est quoi les accords de 68 ? Les accords de 68, c'est qu'ils confèrent aux Algériens un statut particulier, exceptionnel. C'est-à-dire que contrairement à tous les autres étrangers, tous les autres, un Algérien n'a pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois, mais doit demander un certificat de résidence valable 1 an, pour que ce soit de raison privée, familiale, d'études ou professionnelles. De plus, cet accord facilite l'accès à un titre de séjour de 10 ans. Les Algériens peuvent en faire la demande après seulement 3 ans de résidence en France, contre 5 ans pour les autres ressortissants. Il y a et ça, on n'y touche pas. Ce sont des avantages exorbitants qui ne sont pas logiques. Par exemple, si vous êtes fils d'Italien ou fils de Portugais, vous êtes à Nantes. Là, probablement, vous y êtes aussi, M. Berkov, vous êtes né à l'étranger. Oui. Et moi, pareil, on a des parents qui sont nés à l'étranger. Donc, un Français de l'extérieur ou un francisé, il est en général à Nantes. Les Algériens disparaissent des statistiques de ceux qui sont d'origine étrangère. Il y a toute une gestion de l'état civil, en plus des visas et des accords, le droit d'ouvrir des commerces, le droit, l'acquisition de la nationalité, les permis de séjour qui sont différents. Alors, très bien, c'est très bien pour les Algériens. Et je comprends qu'ils veulent garder ce privilège, mais ce privilège n'est plus adapté au fait qu'il n'y a pas de coopération de l'autre côté, du chantage permanent. Et en parlant de chantage, ce qu'ont demandé les Algériens aussi, c'est l'extradition d'un ancien ministre algérien qui est résidé en France, qui est Deler Bouteflika, qui s'est enrichi. C'est probablement pas un ange, avec les histoires des biens mal acquis, etc. Mais ils ont demandé l'extradition de lui, ainsi qu'une autre personne, ça va être beaucoup plus problématique. Eh bien, c'est Ferhat
Ferhat Mehni, le fameux président du MAC, que vous connaissez probablement. Mais que j'ai reçu ici. Ça m'étonne pas, parce que c'est un homme qui est assez alternatif, le si j'ose dire. Des Kabyles. Alors c'est un Kabyle parmi les plus radicaux, puisqu'il veut carrément l'indépendance de la Kabylie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Kabyles. Il faut savoir, que le pouvoir algérien est un peu schizophrène avec les Kabyles, parce qu'il est à 80% composé de gens d'origine kabyle. C'est un peu comme les Kurdes en Turquie. Il y a la moitié avec Erdogan, l'autre moitié séparatiste. Et donc c'est sûr, c'est un sujet très chaud. On peut comprendre. Ils ont demandé, pardon, c'est intéressant, c'est une information qu'on n'avait pas. Ils ont demandé l'extradition de Ferhat Mehni. Enfin, Ferhat Mehni, le chef du MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est plutôt maintenant l'indépendance de la Kabylie. En tout cas, il est perçu comme indépendandiste, donc c'est un ennemi absolu, idéologique pour l'Algérie. L'Algérie aurait demandé son extradition, ainsi que l'ex-ministre algérien qui s'est enrichi et qui était en France. Donc apparemment ça me paraît difficile que ça soit accepté. L'ancien ambassadeur français en Algérie, Driancourt, a dit que ce n'est pas tout à fait impossible. Ce serait quand même, plus que Canossa, ce serait les fameuses valeurs de l'hospitalité française. Et donc ce serait compliqué d'extrader quelqu'un en plus qui est devenu français. Pour la petite histoire, on a tué le fils déjà de Ferhat Mehni en plein Paris, il y a une quinzaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui a payé déjà très, très cher le prix de son engagement. Et Alexandre Delval, juste, est-ce que vous avez par, je ne sais pas, les connaissances que vous avez, etc., parce qu'on n'a pas du tout, il n'y a pas eu un mot, d'ailleurs, d'un côté comme d'un autre, pas un mot sur Boualem Sansal, ni du côté français, ni du côté algérien. Apparemment, ça aurait été vaguement évoqué en disant qu'il pourra y avoir une fin négociée, et probablement, me disait mon ami Amar Dib, que ce serait probablement lors de la fête nationale algérienne du 5 juillet, que probablement... Enfin, c'est assez possible qu'une grâce arrive, une sorte de concession royale de quelqu'un qui ferait un geste très magnanime et qui présenterait ça à son peuple dès lors que j'ai obtenu la peau de Retailleau, qui sera plus un interlocuteur, dès lors que... Carrément, c'est ce qui a été exigé par l'Algérie. On ne veut plus savoir... Oui, parce que on ne veut plus aucun rapport avec lui. Tebboune a dit, moi, mon seul référent, c'est Macron. C'est Macron. On veut bien recevoir son envoyé Barrot. On veut bien que les OQTF soient gérés par le ministre. Pas question Retailleau... On a carrément exclu de la gestion des OTF, selon les Algériens, même le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit officieusement là. Donc c'est quand même assez lourd comme demande. Alors il est vrai aussi que l'Algérie a quand même quelques intérêts. C'est pas que Canossa. L'Algérie est très isolée en Afrique. Et il est vrai que laisser tout le leadership pan-maghrébin au Maroc, qui a un fonds national, l'ex-ONA, qui investit partout, avec un formidable interventionnisme économique du Maroc dans toute l'Afrique de l'Ouest, un rayonnement. Peut-être que l'Algérie se sent un peu isolée. D'ailleurs, l'Algérie est isolée. Même les BRICS n'ont pas voulu faire rentrer l'Algérie dans les BRICS. Ils ont eu le droit au strapontin. Donc il y a peut-être un peu de ça, mais on a l'impression quand même que ce pays a un tel pouvoir de nuisance sur la France en raison de la présence de 4 millions d'Algériens officiellement. Mais comme je disais par ailleurs... On disait pas 6 millions, on ne sait pas. Beaucoup plus, parce que beaucoup sont en dehors des statistiques. Là, on parle des gens qui sont encore répertoriés dans les consulats algériens, qui sont encore de nationalité algérienne, mais beaucoup de troisième génération, ce qui est normal d'ailleurs, je m'en indigne pas, sont disparus des statistiques. Donc en fait, algériens et d'origine algérienne, on a probablement un chiffre nettement supérieur. Et ça pèse évidemment sur la manière de négocier ou la manière d'avancer. Mais moi, je le vois dans les commentaires quand je fais des émissions sur l'Algérie. Je reçois. Alors, je dis pas que c'est les plus représentatifs, mais ils existent. Je reçois beaucoup de commentaires assez chauds, faut vous dire, qui me disent, de toute façon, la France, nous la mettons à l'amende. La France, on peut la mettre à feu et à sang quand on veut. Nous allons vous faire payer la colonisation pendant au moins 130 ans, ce que vous nous avez humilié. À notre tour de vous coloniser. Alors, ils disent pas ce mot, mais c'est du genre. Voilà, on va vous le faire payer, mais énormément de commentaires. Certains sont même pas méchants contre moi ou agressif ou menaçant, c'est une idéologie d'État. D'ailleurs, Tebboune le dit très souvent, ils nous ont colonisé 130 ans, on va les emmerder pendant 130 ans. Il dit pas le mot emmerder, mais on va leur faire payer de toutes sortes de manières. Et donc ça n'a pas été remis en question. Cette ingérence incroyable de l'Algérie qui veut gérer les affaires de la France, notamment les affaires islamiques. Est-ce qu'il est normal, et mon ami Amar Dib était l'ancien conseiller de Dalil Boubacar, est-ce qu'il est normal que des gens qui n'ont aucune compétence pour
gérer le culte, qui n'ont aucune forme de transparence, qui ont fait des sociétés pour que tous les produits européens qui sont exportés par la France vers l'Algérie soient labellisés halal, et l'argent va dans les poches. Effectivement. Non, mais l'argent va en dehors de la viande halal pour les Français. La mosquée de Paris a réussi à avoir quelque chose d'incroyable, le monopole de la gestion de la labellisation halal de toutes sortes de produits qui passent de la France vers l'Algérie. On a carrément une gestion du culte qui est une gestion affairiste. On a des gens qui ont dit tout et leur contraire, qui ont fait de l'ingérence. On parle d'ingérence française en Algérie, mais avec la mosquée de Paris, depuis que Boubacar, qui était un grand patriote français, en plus d'être algérien, on a des gens qui sont une sorte d'ambassade bis. D'ailleurs, ça se dit même dans la communauté algérienne, l'ambassade bis de l'Algérie, et qui fait de l'ingérence dans les élections françaises. Et donc tout ça, c'est pas remis en question. La France n'est pas arrivée en disant on va faire des concessions, mais en échange, il y a des choses qu'on ne veut plus jamais voir, qu'on ne tolérera pas. Et c'est intéressant de voir que Jean-Noël Barrot parle de normalisation. Quelle normalisation? Donc, ce que vous décrivez, c'est ça l'état normal. Il n'y a rien de normal, en fait. Voilà. Dans les relations entre la France et l'Algérie, il n'y a rien de normal, puisqu'il est plus facile pour un Algérien d'avoir plein de documents et d'autorisations et de libre circulation que pour un Tunisien et un Marocain. Mais à quel titre? Si l'Algérie avait un rapport un peu filial, une ex-colonie, mais qui a beaucoup d'amitié pour son ancien mère patrie, on pourrait comprendre qu'il y ait des faveurs. Mais dans la mesure où c'est le pays qui nous en veut le plus, même les Vietnamiens qui ont été bombardés au napalm par les Français et les Américains, ils pourraient nous en vouloir encore plus. L'Algérie a un discours d'État francophobe depuis toujours, mais depuis Bouteflika, et ça a été accentué encore par Tebboune, c'est un discours existentiellement francophobe. Donc il n'y a rien de normal dans cette relation. Comme ils ont rétabli, vous vous rappelez le paragraphe dans l'hymne national algérien, le paragraphe anti-français, absolument. Qui est dans l'hymne national. Absolument. Et quand monsieur, pardon, je fais très vite, quand monsieur Tebboune dit qu'en France, le plan de Retailleau et de l'extrême droite, qui n'a plus grand-chose avec l'extrême droite. On est quand même très loin des... Il faut aller voir les vrais fachos en Allemagne de l'Est ou dans les pays... ou même en Turquie, ou en Ukraine, ou en Turquie avec les loups gris pour voir ce que c'est. Mais quand les Algériens disent à leur peuple qu'en France, il y a toute une droite et une extrême droite qui planifierait la déportation massive des Algériens... Voir le génocide. Pour continuer le génocide, absolument. Voilà. Si vous voulez, là, on est dans une outrance inacceptable. Et là, il n'a rien obtenu de tout cela, monsieur Barrot. Tout à fait. Alexandre Delval, on va continuer à en parler parce que après cette petite pause, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit de la France par rapport à justement ce qui se passe aujourd'hui avec Trump d'un côté, avec Poutine de l'autre? On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de son plus récent livre, et que je vous recommande, Vers un choc global, aux éditions L'Artilleur. Alors justement, par rapport à ce qu'on a dit, Alexandre Delval, ce que vous avez dit sur l'Algérie, la position de l'Algérie et les rapports Algérie-France, que peut-on dire aujourd'hui? Parce qu'il y a la situation que vous connaissez au moins aussi bien que moi, et ce qui se passe avec le choc tarifaire de Trump au niveau de l'économie mondiale, avec ce qui se passe entre les pourparlers avec Poutine, bientôt en Arabie Saoudite, avec tout cela. Et on se dit, mais quelle est la position de la France? Est-ce que nous sommes devenus spectateurs? De quoi est la position française en particulier, et européenne en général, il faut bien le dire. Je rappelle qu'Ursula von der Leyen vient de dire, 3 jours après avoir dit non, nous allons rétorquer, on va faire 0 tarif. Non, on a parlé à Trump, 0 tarif pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? La France aujourd'hui, comme l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'est pas un sujet géopolitique, elle n'est pas perçue comme une puissance, puisque pour la défense, on a besoin des Anglais. Déjà, c'est un immense aveu d'impuissance. Quand l'Europe parle de défense, c'est du quadrilatéral entre 4 c'est entre 4 ou 5 ou 6 pays qui ont une défense pas trop détruite, mais qui a été quand même endommagée. Et les Anglais sont l'un des 2 pays qui ont la défense la plus capable d'amener une force. Donc on voit bien que l'Europe ne fait rien. Ce n'est pas Bruxelles qui va faire la défense européenne. Il y aura jamais d'armée européenne. La défense est quelque chose de très souverain, de très régalien. En ce qui concerne les muscles que montrent Starmer et Monsieur Macron surtout, qui a pris le leadership de tout ça, ça a commencé il y a 1 an et demi quand il disait en Europe de l'Est, devant des gens qui sont aux portes de l'ogre russe, il
il s'est permis le culot de leur dire ne soyez pas lâches, alors que la France donnait beaucoup moins proportionnellement, même que la Hongrie, en termes d'aide purement financière. Et quand on dit que la Hongrie est pro-russe, c'est pas vrai. Ils veulent pas donner d'armes, ils veulent pas être co-belligérants. Mais même des pays comme la Slovaquie, la Hongrie et tous les pays d'Europe de l'Est, bien sûr, proportionnellement, se sont saignés pour aider leurs voisins ukrainiens. Et donc, on a un président qui donne des ordres. Là, ça me fait penser au Petit Prince, qu'il est obligé de donner. Par exemple, quand il dit on va envoyer des troupes alternatives en Ukraine, alors déjà, c'est très loin du front. Voilà, maintien de la paix. Oui. Alors déjà, ça fait très peur aux gens. Hein. On leur dit, ce sera loin du front. Ce sera des troupes de maintien de la paix qui arriveront une fois qu'il y aura eu une négociation. Alors c'est vrai, c'est très révolutionnaire. Et c'est des forces qui vont remplacer les Américains envers qui on ne va pas céder. Or, c'est justement ce que voulait Trump. Trump, il voulait que des troupes européennes et de l'argent européen prennent le relais des Européens pour payer les entreprises américaines qui vont reconstruire l'Ukraine. Ça va être de l'argent européen. Et pour pas avoir à risquer une confrontation directe en cas de violation de cessez-le-feu, ce sera des troupes européennes que d'ailleurs Poutine refuse. Ce sera des troupes internationales. Ça va être très compliqué. C'est de la gesticulation, c'est de la communication. C'est de la com. Mais ça me fait penser à Madame von der Leyen au début de la guerre, quand elle s'est fait faire des costumes, des tailleurs au drapeau, aux couleurs du drapeau ukrainien. Si vous voulez, tous ces coquins qui nous gouvernent, je les appelle coquins parce qu'ils n'ont plus le sens de l'intérêt national et ils ne sont plus dévoués à une cause, mais à leur cause qui est celle, et donc la com qui leur permet de briller. Donc pour eux, c'était un créneau. De même que le Covid, c'était un créneau pour tous ceux qui veulent faire des expériences pour réduire les libertés. Vous avez fait allusion tout à l'heure, bientôt ça va être le renvoi de la censure dans la presse. Après la guerre en Ukraine, ça va être un prétexte pour invalider des candidats qui gênent. On l'a bien vu en Hongrie, on a invalidé un candidat. Après, il s'est repris des élections. Voilà. En Roumanie, on a invalidé une élection, par exemple. Oui, pardon, en Roumanie, on invalide le premier tour d'une élection. Le type est encore fort dans les sondages. On l'interdit de se représenter à la nouvelle élection. Une autre candidate eurosceptique considérée pas assez atlantiste, elle est elle-même invalidée. Et bizarrement, un type d'extrême droite, autant extrême droite, voire plus au niveau historique, il a plus un parcours extrême droite encore que Georgescu, Simeone. Alors lui, il est invalidé. Pourquoi ? Parce que c'est un facho, mais atlantiste. Alors là, ça va, c'est compatible. Oui, un facho atlantiste, ça va, un facho pas atlantiste. En fait, le critère de sélection du fascisme de l'Occident globaliste, c'est vous avez le droit d'être facho, voire même parfois nazi, comme des Croates dans les années 90 ou les Ukrainiens du groupe Azov, si vous êtes atlanto-compatible. Inversement, si vous n'êtes pas du tout facho, mais atlanto-sceptique, alors là, on vous classe dans la catégorie des fachos. Donc c'est très intéressant de voir tout ça, c'est de la com. Alors on prend le drapeau ukrainien. Macron, à un moment, avait même fait la barbe de quelques jours, le gant de boxe, un t-shirt à la Zelensky. Les muscles qu'on n'a pas véritablement extrêmement volumineux non plus. On montre des muscles qu'on n'a pas. Et tout ça, c'est de la com, parce qu'effectivement, ça marche. Quand il a fait son discours sur la menace existentielle russe, apparemment, et c'est là que malheureusement De Gaulle avait, et c'est pas méprisant envers mon peuple, je m'inclus dedans, mais quand De Gaulle disait les Français sont des veaux, il aurait pu le dire de n'importe quel peuple. Les masses, quand vous faites du cerveau reptilien, c'est connu en psychosociologie, quand vous actionnez le cerveau reptilien, la peur... Quand on fait la fabrique du consensus par une manipulation de masse, eh bien, ça marche. Alors là, vous paraphrasez un trotskiste, mais très intelligent, Noam Chomsky, avec son livre La fabrique du consentement, qui est une véritable bible que je donne à mes étudiants, même si il est de l'extrême gauche la plus radicale. Pourquoi ? Parce qu'il rejoint Edward Bernays, qui était à l'opposé, c'était plutôt l'homme du gendre de Freud. Le gendre de Freud, le maître du marketing. Lui aussi parlait du fait que les habitudes, comme les idées, ça se construit, et c'est les pros qui le construisent. Donc là, on est en plein dedans. Bernays rêverait d'être dans notre époque. Son oncle disait de lui-même qu'il était cynique et immoral. Je conseille vraiment de lire Bernays. Il date de 1928. Il est prémonitoire. Extraordinaire. Il est totalement une société de l'hyper-contrôle, mais qui passe par le consentement acquiescé, ou comme la Boétie, la soumission volontaire. La servitude volontaire. Et c'est pour ça que moi je soutiens, et je suis heureux d'être en démocratie, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je préfère 10 fois la démocratie, parce qu'on est quand même un peu plus libre physiquement. Mais en démocratie, je soutiens, et c'est un prochain livre que je ferai, on a plus besoin de mentir et de manipuler et d'influencer en démocratie, puisqu'on doit susciter le consentement, l'adhésion. Donc forcément, il faut développer beaucoup plus de manipulation. Là, on est en plein dedans. Sauf que les effets pervers de la manipulation sont très importants. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme vous le savez. Et il y a souvent un boomerang, comme le menteur qui ment et un jour il se fait trahir. C'est pour ça que vraiment, il faudra peut-être un de ces jours arrêter un peu ce massacre. Merci Alexandre Delval. Merci à vous. Sud Radio André Berkoff.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui. Tais-toi, nous dit Zazie. Tais-toi. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, effectivement, arrêtez de parler et en employant des mots qui ne nous conviennent pas. Il dit, mais de quoi vous... Mais enfin, on est en démocratie, on vient de parler de ça, mais quelle démocratie? Fabrique du consentement ou pas? Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on le sait, eh bien, une information qui est passée là, il n'y a pas si longtemps. Le Conseil d'État valide le droit pour tout gouvernement. Le Conseil d'État, hein, notre contre-pouvoir officiel, valide le droit pour tout gouvernement actuel ou futur de suspendre les réseaux sociaux en France sans qu'aucune loi ne le prévoie dès lors qu'il juge cela, entre guillemets, indispensable pour faire face à des événements d'une particulière gravité. Je cite exactement les mots du Conseil d'État sur son site. L'interruption d'un réseau social n'est en principe possible que dans les cas prévus par la loi. Ah, très bien. Compte tenu de l'atteinte portée à des libertés essentielles. Très bien. Mais, toujours ce Conseil d'État, en cas de circonstances exceptionnelles, il peut y être procédé en respectant de strictes conditions. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Bonjour Fabrice Epelmoin. Bonjour. Bonjour. Toujours ravi de vous recevoir parce que en ce qui concerne cela, vraiment, je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et que vous êtes cofondateur de Yogosha, ici Yogosha. Alors, Fabrice Epelmoin, c'est intéressant qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, circonstances exceptionnelles. Alors, c'est quoi, en fait, le Conseil d'État qui dit, écoutez, on peut suspendre? C'est quelque chose qu'on a entendu déjà depuis des mois, voire des années, mais apparemment, je ne dis pas que ça s'accélère, mais apparemment, ça se durcit ou ça se précise. Ça se formalise. Ça se formalise, voilà. On l'a fait, pardonnez-moi l'expression, à l'arrache en Nouvelle-Calédonie. Oui. Le Conseil d'État a trouvé qu'en Nouvelle-Calédonie, il aurait quand même fallu préciser la durée durant laquelle on allait suspendre les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, Fabrice, moi je vous interromps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rappelons-le, en Nouvelle-Calédonie. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on a eu un classique, c'est-à-dire une espèce de rivalité entre émeutiers à qui fera la plus belle émeute. Et ça se jouait principalement sur TikTok avec vraisemblablement des interventions de l'Azerbaïdjan. Ouais. Et puis une coordination des groupes d'émeutiers à travers une autre application de réseau social qui est Snapchat, qui permet effectivement de coordonner un groupe dans un conflit asymétrique de façon extrêmement efficace, vu que Snapchat, ayant pour interface une carte de géographie un peu comme Google Maps, qui permet de localiser ses amis et les endroits où il y a des snaps qui buzzent particulièrement, c'est-à-dire en situation d'émeute, là où l'action se passe, et ben effectivement, vous n'avez plus du tout besoin de leadership ou de coordination au sein d'un groupe. Oui. Vous n'avez juste besoin que d'émeutiers qui suivent leur petite application et qui se dirigent là où il y a de l'action. C'est ça. Donc Snapchat et TikTok, voilà, les deux mamelles ou les insurrections. Alors du coup, là, on passe, enfin l'impression qu'on a, tout se passe comme si on passait à l'étape supérieure, en tout cas l'étape, comme vous dites, formalisée. Oui. On passe à une... Alors pas tout à fait formalisée, parce qu'il n'y a pas de texte de loi. Mais toujours est-il qu'on a un blanc-seing du Conseil d'État pour, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui reste quand même un peu flou, couper les réseaux sociaux, qui là aussi restent un peu flous parce que les réseaux sociaux ils sont multiples. On a des réseaux sociaux comme Facebook qui vont plutôt être utilisés dans des situations d'émeute de type gilet jaune. On a des réseaux sociaux de type Snapchat qui sont plutôt utilisés par des gens beaucoup plus jeunes. Donc là, on est plutôt dans des cas de figure comme ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie ou ce qui s'est passé suite à la mort de Naël. Et à partir de là, l'État, désormais, a la possibilité de couper avec comme seule contrainte de donner des limites en termes de temps et de dire je vais couper pour 1 semaine, 2 semaines, le temps que ça se calme. Et effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est pratiqué un peu partout dans le monde et qui est plutôt efficace. Alors justement, mais alors dites-moi, qui décide en l'occurrence, puisque vous l'avez dit, il n'y a pas de loi, c'est pas une loi qui a été formalisée, mais qui décide des circonstances exceptionnelles? Qui? Le président, le Parlement, qui?
A priori l'exécutif et vraisemblablement le ministère de l'Intérieur. D'accord. Et donc, donc aujourd'hui, en fait, en théorie, parce que en théorie, la théorie peut se pratiquer, mais disons qu'un exécutif, voilà, un gouvernement, le président, peut estimer que, eu égard aux circonstances, danger de guerre, etc., on décide qu'on a des circonstances exceptionnelles, et donc on interdit tel ou tel réseau. Ça, c'est aujourd'hui faisable, possible. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et alors, est-ce que on n'a pas donc, on ne sait pas, on n'a pas besoin de l'aval du Parlement ou quoi que ce soit? Non. Du tout. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un cran de plus, Fabrice Epelmoin, parce qu'on sent très bien, vous le savez, rappelez-vous, on en a parlé ici même, l'époque, la passe d'armes entre Thierry Breton et Elon Musk, enfin Thierry Breton surtout sur X, Ursula von der Leyen qui dit attention, il faut vraiment accélérer, Nathalie Loiseau, la désinformation des réseaux sociaux, c'est plus possible, etc. Enfin, ils étaient très nombreux, notamment au Parlement européen, en tout cas dans certaines formations pour dire c'est plus possible, enough is enough, ça suffit comme ça. Donc on a l'impression que ça se prépare et que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment, pour peu qu'on trouve quelque chose qui ressemble à une circonstance exceptionnelle, mais vu la situation dans laquelle on baigne, la circonstance exceptionnelle, ça peut être un comité Théodule qui annonce qu'il y a des ingérences russes, ce qui n'est pas forcément faux, hein, et qui du coup coupe les réseaux sociaux dans, par exemple, les élections. Ça a de bonnes chances d'arriver, tôt ou tard. En tout cas, on s'en donne la possibilité. Et c'est vrai que dans la mesure où, bien souvent, c'est sur les réseaux sociaux que circulent en avance de phase tout un tas d'informations, ça risque d'être utilisé à tort et à travers dans les années et les décennies qui viennent. Oui, c'est ça. Écoutez, on l'a vu, on en parlait avec Alexandre Delval, on a vu ce qui s'est passé en Roumanie avec les élections annulées, et ailleurs aussi. Enfin, on voit ce qui se passe en Irlande avec Conor McConnor, on dit non, il faut pas qu'il se présente. Donc ça permet, en tout cas je ne dis pas que ça va arriver, mais ça permet, mettons justement en période d'élection, vous en parliez, ou en période, je ne sais pas, de tension sociale ou autre, on dit attendez, il y a vraiment un danger, il y a des puissances étrangères qui sont en train de nous manipuler, et comme vous dites, ça arrive aussi, et c'est possible. Et donc, eh bien, il faut suspendre parce que la paix sociale est à ce prix, ou la paix politique. C'est ça. On a devant nous des potentiels troubles qui sont aussi bien des ingérences étrangères sur les réseaux sociaux, alors dont l'efficacité est vraiment à la marge. Hein. Ça fait quand même 10 ans qu'on étudie ce phénomène. C'est scientifiquement pas possible de l'aborder dans la mesure où il faudrait faire des tests en double aveugle ou des approches scientifiques de ce type-là qu'on ne peut par définition pas faire. Mais ça fait 10 ans que toutes les études qui ont été faites là-dessus montrent que oui, il y a influence, mais à la marge. On n'est pas sur, on ne peut pas faire passer un illustre inconnu à 20% des intentions de vote et des votes au premier tour avec les réseaux sociaux. Personne ne sait faire ça et jusqu'à nouvel ordre, c'est totalement infaisable. Par contre, on peut effectivement à la marge provoquer des choses. Et puis en situation d'émeute, là-dessus, il n'y a aucun doute. Les réseaux sociaux servent d'outils aussi bien pour valoriser sa propre émeute dans son coin, que surtout pour coordonner des émeutiers face à des forces de l'ordre. Et là, c'est redoutablement efficace. On peut naturellement comprendre qu'un tas de gouvernements décident de couper les réseaux sociaux. La Turquie, typiquement, est un habitué du fait. On coupe régulièrement les réseaux sociaux en Turquie, qui, après tout, est une démocratie, elle aussi. Hein. C'est pas. Oui, enfin, une démocratie sous surveillance, quand même. Hein. Je veux dire, pas dire une démocratie. Parce que, si vous voulez, moi, gouvernement, j'estime à un moment donné, je peux créer les circonstances exceptionnelles qui feront que je vais couper. Vous le savez. Oui, bien sûr. Après, le regard qu'on porte sur la démocratie turque, il est lié à un cultural gap. Les Américains, en ce moment, portent un regard sur les démocraties européennes qui, du fait que nous, on censure les réseaux sociaux, de leur point de vue, avec le premier amendement, ça leur paraît totalement scandaleux, alors que chez nous, ça n'est pas si scandaleux que ça. On est vraiment dans une appréciation très relativiste de la démocratie. Ce qui nous semble démocratique ne le semble pas aux voisins et réciproquement. C'est vrai, non, sauf que effectivement, c'est à la portée d'un gouvernement semi-démocratique ou démocrature de pouvoir agir, en tout cas, pourra invoquer, et vous l'avez dit au propos d'élections ailleurs, pourra invoquer les circonstances exceptionnelles pour couper. Et ça, c'est un vrai problème, mais voilà, au moins qu'on le sache.
C'est clair que le terme circonstance exceptionnelle laisse beaucoup de place à une interprétation. Et comme ça sera fait dans la précipitation, l'interprétation sera faite par la personne qui décidera que c'est une circonstance exceptionnelle, qui sera vraisemblablement le ministère de l'Intérieur. Car tel est mon bon plaisir. Merci Fabrice Epelboin. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous allez voir, ce n'est pas une histoire belge. Non, ce n'est pas une anecdote belge au pays des frites et des moules. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, Mylène Farmer, on sait sans contrefaçon que vous êtes un garçon. D'ailleurs, vous ne vous appelez plus Mylène Farmer, mais Michel E.L. Farmer, bien sûr. Alors, pourquoi je vous ai parlé de la Belgique? Eh bien, c'est très simple. La Belgique a décidé, en étant dans un élan vers ce wokisme qui est l'horizon de l'humanité, de permettre aux personnes se définissant comme non-binaires de faire disparaître la mention de leur sexe sur leur carte d'identité, devenant ainsi le premier pays à proposer deux sortes de documents officiels. Oui, c'est-à-dire, il y a le document, vous voulez rester homme-femme, vous le gardez, mais sinon, eh ben, écoutez, c'est très simple, voilà, vous avez des papiers d'identité, ce ne sera ni homme ni femme, voilà, on dit pas sexe, il n'y a pas sexe M ou sexe F, masculin, féminin, il n'y a plus de masculin, féminin. Après, si vous en avez cueilli masculin, féminin, ce sera à la carte, il y aura masculin, féminin. Mais les associations LGBT sont pas contentes, parce que elles disent oui, mais ça suffit pas, ça, parce que c'est pas une solution. Le choix reste limité à M ou F. Rien ne change. La seule possibilité sera de masquer cette information sur la carte d'identité. Et oui, c'est vrai, je comprends les LGBTF, ces associations. On peut pas mettre alors cisgenre, on peut pas mettre fourmilier tamanoir, on ne peut pas mettre herbe folle, on peut pas mettre, je ne sais pas moi, souris d'appartement. Non, on ne peut pas. Non, c'est que ou M et F ou sans M et F. Non, c'est extrêmement réducteur. Alors, en attendant, en Italie, c'est incroyable. Et reviennent au conservatisme le plus total. Giorgia Meloni interdit, elle, l'utilisation de symboles neutres et non binaires dans l'ensemble des écoles publiques. Seules les mentions garçons et filles seront autorisées. Voilà, c'est la lutte finale entre ceux qui veulent que du M et du F et ceux qui veulent toutes les lettres de l'alphabet. Et la lutte est ouverte. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près. Et on n'est pas à une bêtise près, dit Renan Luce, et c'est vrai, mais écoutez, on est toujours content quand ça vient d'une responsable politique, vous savez très bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est Manon Aubry, hein, la porte-parole, la leader maximale de Europe Écologie Les Verts, eh bien, était l'invité de CNews le 4 avril dernier et a estimé que demander la préférence aux Français pour l'octroi des logements sociaux, eh ben, c'est quoi ça? Écoutez, c'était sur CNews le 4 avril. Quelle est la mesure raciste du Rassemblement national? Par exemple, de demander aux Françaises et aux Français de faire de la préférence nationale dans l'accès à des logements sociaux, mais c'est pas par raciste, exemple. Hein. Ah si, c'est raciste. C'est raciste en quoi c'est raciste? Le racisme, c'est sélectionner les gens en fonction de la couleur de peau. Et en fonction, là, c'est juste accorder la préférence à ceux qui payent leurs impôts. C'est xénophobe. C'est xénophobe. Il y a des gens dans notre pays qui travaillent, qui payent des impôts. Il n'y a pas de raison qu'ils n'accèdent pas à des logements sociaux. C'est assez intéressant. Voilà, c'est-à-dire que la préférence nationale, eh ben, c'est raciste. Dire que, eu égard au nombre des SDF, eu égard au nombre des Français qui gagnent moins de 800 € par mois, eu égard à un certain nombre de choses qui sont flagrants, ah ben non, c'est raciste. Si vous osez dire que effectivement peut-être qu'il faut commencer par loger ou s'occuper des aides aux Français, quel que soit d'ailleurs, quel qu'il soit, de quelque ethnie, origine ou autre qu'il soit, non. Ah non, par rapport aux migrants, y compris aux migrants illégaux, non, c'est xénophobe, voilà. Donc voilà quelqu'un, responsable politique, qui dit quelque chose de très intéressant. En fait, on s'en fout.
la préférence nationale, le fait de s'occuper de son peuple avant de s'occuper des autres, eh ben c'est raciste. Voilà où arrive l'idéologie sans frontières, l'idéologie qui n'a plus un seul but, eh bien c'est 7 milliards de personnes qui peuvent traverser où elles veulent, venir où elles veulent, aller où elles veulent, plus de frontières, plus rien, voilà. Et Manon Aubry, on sera heureux quand il y aura 500 millions de personnes qui vont se déplacer un peu partout, et elle oublie, Manon Aubry, que ce n'est pas la géographie qui fait les peuples, ce sont les peuples eux-mêmes, ce sont les peuples qui font un pays. Et les peuples, il y a une civilisation, il y a une tradition, il y a un passé, et il y a surtout une identité, pardon. Et ça n'a rien à faire, encore une fois, je le répète, avec l'ethnie, avec la religion, avec la couleur de peau, quoi que ce soit. Mais ça a à faire, est-ce qu'on s'occupe de son peuple, ou on s'occupe uniquement d'idéologie? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Organisation mondiale de la santé. L'OMS, qui ne connaît évidemment entendu parler de l'OMS, notre ministère de la Santé mondiale. De la santé ou d'autres choses? Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Berkov. Alors vous êtes, vous présente pas, ancien député, président de VIA et du Parti chrétien-démocrate. Et vous avez écrit un livre, encore une fois, que vous me dites avoir auto-édité parce que l'éditeur était un peu frileux, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un petit fascicule que, franchement, toute personne soucieuse de ce qu'on appelle la santé, je ne vois pas une personne qui n'est pas soucieuse de sa santé et de celle de ses proches et autres. Vous mettez OMS l'overdose pour que la France en sorte. Faut-il en sortir? Alors c'est vraiment la question à se poser. Mais je voudrais qu'on rappelle très rapidement, parce que vous le racontez dans votre opuscule et qui est vraiment bourré d'informations. Au fond, l'OMS, au départ, ça part de très bons sentiments et d'une très belle chose. Enfin, je ne dirais pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quand même... comment c'est sorti? Je crois que c'était en 48 ou 49. Oui, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est une des grandes organisations internationales qui arrive après la Seconde Guerre mondiale. Comme l'ONU et autres. Exactement, ouais, l'UNESCO et ainsi de suite. Ouais. Qui, dans un élan de solidarité internationale, découvre, ou enfin en tout cas prend acte du fait qu'il y a des disparités de développement très importantes entre les pays sur la planète, qu'un certain nombre de populations n'ont pas accès à une santé de qualité, et donc... On décide sur le plan international de créer cette organisation pour partager les bonnes pratiques, partager les connaissances, les protocoles, des statistiques, toutes les données d'épidémiologie et de médecine qu'on peut partager. De temps en temps, par solidarité, fournir des moyens aux pays qui en manquent pour donner à leur population une santé de qualité. Et puis donc, c'est une œuvre de fraternité universelle. Donc, voilà, et donc on est tous d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème Mais ça dérape vite. Alors on va en parler de ce dérapage. Auparavant, je vous rappelle quand même, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter, 0826 300 300, si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions à Jean-Frédéric Poisson. Jusqu'à 14h, nous sommes ensemble, 0826 300 300. L'Organisation mondiale de la santé, alors, justement, ça dérape vite. Comment ça dérape? Quels sont les... Ça dérape parce que dans ce monde qui est en reconstruction, un certain nombre d'esprits qui sont assez malthusiens, c'est-à-dire considèrent que, vous savez, il y a un gâteau à se partager, le gâteau ne peut pas grandir, donc si on veut davantage de gâteaux, il faut qu'il y ait moins de convives. C'est la logique de la décroissance, d'une certaine manière, c'est la même logique. Et un certain nombre de personnes considèrent que pour les pays qui sont, alors on appelle ça les pays du tiers-monde, puis on appellera ça les pays en voie de développement, ça c'est l'ancien vocabulaire que nous avons connu. Aujourd'hui on les appelle les BRICS, entre autres. Ça, voilà, entre autres, donc ils vont très bien, merci pour eux. Mais à cette époque-là, on se dit, ben oui, mais un certain nombre d'économistes disent, si la croissance démographique est trop rapide, il ne peut pas y avoir de développement économique stable. Parce que si la population croît plus vite que le développement économique, ben évidemment, on reste dans un état de pauvreté, ce qui peut s'entendre. Mais plutôt que de se demander comment accélérer le développement économique... Ben oui, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus normal. C'est la question du numérateur et du dénominateur. Vous savez, c'est où l'infraction. On va se demander comment contrôler la croissance de la population. Et très vite, dès les années 50, l'OMS va s'engager
dans des campagnes massives de contrôle de la population. Ah, ça a été un des premiers objectifs, pratiquement. Ouais. Les premières commencent, je crois, en 54. Alors, contrôle de la population, par quels moyens? Tous les moyens, contraception. Parfois, on dit qu'il y a eu, dans certains pays, des campagnes de stérilisation forcée, de stérilisation par vaccin. Et puis, petit à petit, on va s'engager dans des choses qui relèvent d'une certaine conception de la santé, c'est-à-dire de la santé comme outil de régulation des populations, ou la santé comme instrument des politiques économiques, alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que c'est les politiques économiques qui devraient être au service de la santé humaine, qu'elle soit personnelle ou collective. Il y a ça. Et puis, il y a un deuxième élément qui est plus conceptuel, mais très important, c'est que dans les années 90, l'OMS va modifier la définition de la santé. Au départ, on parle de la santé comme disaient les médecins de la Grèce antique, l'équilibre des humeurs, c'est-à-dire l'état dans lequel il n'y a pas d'altération physiologique particulière. Et l'OMS va inscrire dans sa constitution que la santé relève de quelque chose qui ressemble au bien-être global. Alors, c'est-à-dire, ça peut être la santé mentale, la qualité de vie, enfin, c'est tout ce qui fait que vous allez bien dans votre tête et dans votre corps et dans votre vie en réalité. Alors on peut considérer qu'au sens large, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui va bien, ça veut dire qu'il va bien sur le plan de la santé, dans son corps, dans son esprit, ailleurs, partout et dans sa vie. Le problème, c'est quand l'OMS dit ça dans sa constitution, ça veut dire qu'elle se donne le droit d'intervenir sur tous les champs de l'existence. Et donc petit à petit, ce qui correspond d'ailleurs assez bien au concert matérialiste un peu ambiant, c'est-à-dire que, vous savez, c'est quand on dit bonne année à tout le monde et surtout la santé, on a l'impression que la santé est le bien au-delà duquel il n'y en a pas. C'est-à-dire, si vous êtes en bonne santé, d'une certaine manière, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Donc l'OMS se donne petit à petit des pouvoirs supplémentaires, s'invite en quelque sorte dans beaucoup de politiques publiques. Elle va s'occuper alors d'environnement, de qualité de l'air, etc., alors qu'en principe, elle ne devrait s'occuper que de médecine. Au nom de la santé, on s'occupe de tout. De tout. Enfin, d'accord. De tout, et comme en plus, c'est ce qui nous a conduit à écrire cette petite plaquette. Avec un certain nombre de collaborateurs, de médecins, de politiques. Florian Philippot aussi. Florian Philippot, le président des Patriotes, a contribué aussi à cet ouvrage-là. Tout à fait, oui. Au nom de la défense des libertés et de la souveraineté, c'est un combat que nous menons de temps en temps ensemble avec lui. Bien sûr. Et au nom des bonnes relations que nous entretenons, je le salue d'ailleurs Florian d'ici. C'est que petit à petit, dans ce contexte général d'abandon par les États de leur pouvoir sur les politiques publiques qu'ils devraient conduire, eh bien, après la crise sanitaire de la Covid... c'est là quand même le grand bouleversement a eu là, les années 2000, enfin bien sûr. 2020, pardon. C'est là que, l'OMS a proposé à ses États membres, d'élargir ses pouvoirs et de faire en sorte qu'elle devienne, cette Organisation mondiale de la santé, en cas de pandémie, le seul décideur de toutes les politiques de santé publique pour contrer la pandémie, là où au moment où elle se pointe. Oui, parce que ce qu'il y a eu, c'est que nous, OMS, nous allons plus de frontières, plus de gouvernement, c'est nous qui allons décider ce qu'il faut faire, confinement ou pas confinement, vaccination massive ou pas vaccination massive, etc. Masque ou pas masque. Masque ou pas masque, barrière, Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire? Vous vous souvenez, l'OMS publiait des recommandations pendant la crise de la Covid. Il disait, faut confiner, mais pas trop, parce qu'on n'est pas sûr que ça marche. Faut porter les masques, mais attention, parce que les masques sont pas d'une efficacité redoutable. Faut se souvenir des documents de l'OMS de l'époque. C'était toujours tout et avec le doute. Oui, parce que tout le monde marche un peu sur des œufs, ce qui pouvait se comprendre. Ce qui est normal. Et puis on savait rien de tout ça. Enfin, en réalité, donc les gens qui, de manière péremptoire, venaient tous les soirs à la télévision dire faut porter des masques parce que ça guérit de tout, en fait, l'OMS disait, c'est plus compliqué. Donc l'OMS, jusque-là, était dans une logique de préconisation et de concertation avec les États membres, en disant, nous spécialistes de la santé nous pensons que ce serait mieux de faire comme ça. Absolument. Et puis, on a constaté, et d'ailleurs on en avait parlé sur votre plateau pendant la crise sanitaire, il y a des pays qui ont adopté des politiques sanitaires très différentes de ce que le reste du monde a fait. D'ailleurs, ils s'en sont plutôt mieux portés que les autres, pour être clair. Ce que voyant, d'une certaine manière, profitant de cette occasion, l'OMS a dit, alors nous allons proposer un changement, qui est en fait un double changement, et donc modifier les textes constitutifs, la Constitution en quelque sorte, et le règlement intérieur de l'OMS. Oui, la Constitution de l'OMS, c'est ça. De deux manières. La première manière, c'est qu'on va dire que une pandémie, désormais, c'est quelque chose qui représente un risque de contamination générale, alors que jusqu'ici, c'était une contamination avérée de quelque chose qui peut être mortel.
Ça, c'est l'ancienne formulation. Je dis ça à la SERP. Oui, c'est intéressant. Désormais, la pandémie, c'est s'il y a un risque de contamination généralisée, mortel ou non, s'il y a des cas avérés ou pas, s'il y a un risque, c'est une pandémie. Même si ce risque n'est pas avéré, prouvé, etc. C'est une pandémie. Alors, il y a des cas, ça se diffuse, bien sûr, on va pas bien sûr. Mais il n'y a pas. Et alors, en cas de pandémie, c'est l'OMS qui prend les rênes, et qui est en mesure d'imposer à tous les États membres la politique sanitaire décidée par l'OMS. Alors la question qui pose après, c'est qui décide qu'on est en situation de pandémie? Parce que c'est la question importante. La réponse est le directeur général de l'OMS. Oui, c'est ça. Nous décidons, c'est une pandémie. Donc vous faites ce qu'on dit. Voilà, et puis c'est nous, le ministère de la Santé mondiale, c'est nous. C'est ça. Et il faut appliquer, il n'y a pas de problème. Et vous appliquez les dispositions sanitaires que nous vous disons. Donc si on dit tout le monde se confine, tout le monde se confine. Si on dit c'est vaccination obligatoire, c'est vaccination obligatoire. Et même si on dit si c'est vaccination obligatoire avec ce vaccin-là, c'est avec ce vaccin-là. Les États membres n'ont pas le droit. Les États membres n'ont pas le droit, ne peuvent pas, ne peuvent pas s'opposer à cela. Non, c'est la mécanique du contrat social de Rousseau, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné à l'Organisation mondiale de la santé le soin de définir pour leur propre, à leur place. Donc pas de contre-pouvoir là-dessus, aucun. Non, puisque les États membres, le texte dit bien que si les États membres refusaient d'appliquer les politiques susdites, ils seraient coupables, enfin ils seraient à l'amende au sens financier du terme. Et par ailleurs, dans cette ce nouveau règlement, alors le texte n'est pas en vigueur, c'est le texte qui est proposé aujourd'hui à l'adoption par les États, on reviendra peut-être sur la procédure tout à l'heure. Oui, on va en parler, mais dit également que, dans ce cas-là, les États doivent mettre à disposition de l'OMS toutes les données statistiques, épidémiologiques, de santé publique, etc., à disposition de l'organisation, de leur pays. Autrement dit, vos données de santé personnelles, mon cher André Berkoff, les miennes, celles de Maud ici présentes et de nos auditeurs et du monde entier vont se retrouver entre les mains de l'OMS qui vont en faire quoi? Je ne sais pas. Dernier point, il n'échappe à personne, et là, si jamais, chers auditeurs, le sujet pouvait vous paraître un peu lointain, dites-vous bien que les relations que vous entretenez avec votre médecin généraliste, évidemment, seront impactées par ces décisions. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement, on ne parle pas simplement de choses qui sont accrochées en l'air. Non, bien sûr. C'est le médecin généraliste devra obéir, obtempérer à ce qu'a décidé l'OMS. Mais oui, de la même manière que des médecins généralistes ont été sanctionnés, certains même radiés de l'ordre des médecins, pour n'avoir pas suivi les recommandations du ministère de la Santé français au moment de la crise sanitaire. Tout à fait, on s'en souvient, et tout le monde aujourd'hui le sait. Voilà. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Jean-Frédéric Poisson, parce qu'on va parler de quelque chose qui est important et qui ne date pas là de la pandémie du Covid, qui finance l'OMS. Comment ça s'est organisé? Parce que c'est capital, ça aussi, à retenir par rapport à ce qu'on a su par la suite. À tout de suite, restez avec nous, votre santé en dépend. Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, nous sommes toujours, évidemment, et on parle santé, et on parle de notre santé à tous, avec Jean-Frédéric Poisson et son livre, avec des collaborateurs, Organisation mondiale de la santé, l'overdose. Et quelle overdose? Parce qu'au fond, allez, on va pas parler de narcotrafiquants quand même, mais Jean-Frédéric Poisson, au fond, cette Organisation de la santé, c'est aussi important que l'ONU. En tout cas, c'est du point de vue de la structure, c'est mondial. Qui finance? Comment s'est passé le financement? Sans raconter toute l'histoire, mais quand même. Il y a deux sources de financement, comme pour toutes les organisations internationales. Tout le monde comprend bien que si c'est sa mission, l'OMS. Alors on parlait tout à l'heure de la dérive rapide sur le contrôle de la population, mais enfin l'OMS a aussi ouvert des dispensaires dans le monde entier. Bien sûr. Formé des médecins. Il faut dire ce qui est positif. N'a pas fait quand même que faire le malheur des gens. Non, bien sûr. Pas que nos auditeurs se méprennent. Mais il y a des financements des États qui sont calculés sur une part de leur produit intérieur brut. Qui conduit la France à verser... Et tous les États financent, en principe. Tous les États membres. Tous les États membres financent. Absolument. Qui sont les mêmes États... Enfin, grosso modo, c'est ceux de l'ONU. Il y en a 190 ou 14, enfin, grosso modo, tous les pays du monde en font partie. Les États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça. D'accord. Et puis, il y a des financements privés. Alors, pour vous donner exactement la tonalité du sujet, en 2 chiffres... je crois que le chiffre est de 2023, si mes souvenirs sont bons. Les États-Unis versent environ 700 millions de dollars par an. 700 millions de dollars, oui. Et la fondation Bill Gates, 750. Plus que les États-Unis. Oui.
Intéressant, d'accord. Alors avec cette différence, un signe, c'est que les contributions des États sont des contributions, voilà, c'est la part qu'ils doivent au titre de la richesse qu'ils produisent. Comme je le disais, c'est adossé en fonction de leur richesse. PIB. D'accord. Et l'OMS en dispose comme elle le souhaite. Les financements privés peuvent être fléchés par ceux qui donnent. Juste un mot, Jean-René Poisson. Est-ce que les financements privés sont limités Non, en pas proportion à ma connaissance. Non. Je veux dire, s'il y a un financement privé, il n'y a pas de limite à... Non, je ne crois pas. D'accord. Et d'ailleurs, je pense aussi que les États peuvent verser davantage que ce qu'ils doivent au titre de leur part de richesse. Qui peut le plus, peut le moins, comme dit l'autre. Bien sûr. Au fond, Bill Gates a le droit, quand il verse 750 millions de dollars, de dire à l'OMS, je vous les verse, mais c'est pour faire ça. Ah, il a le droit de flécher. De flécher. Ouais. Et de donner des instructions. Oui, de dire je vous doivent être suivis. Ah bah oui, parce que sinon ils ne donnent pas. Ouais. Donc vous comprenez bien qu'entre les États d'un côté et puis ces grandes organisations philanthropiques qui aiment l'humanité plus que tout, comme la fondation Bill et Melinda Gates, il y a une forme d'inégalité. Je ne parle même pas de la puissance financière, puisque les États-Unis, qui est le pays le plus riche du monde, versent 700 millions de dollars, Bill Gates 750, donc qu'un privé donne plus que l'un des pays le plus riche du monde. Oui, absolument. Donc évidemment que le pouvoir de Bill Gates sur les politiques de l'OMS est considérable, puisqu'encore une fois, les États, ils ont un droit de regard sur la gestion, parce qu'il y a des organes internes de gestion auxquels participent les représentants des États dans des conseils d'administration, dans des instances de régulation, comme il y en a partout, c'est bien normal. Donc on surveille le budget, mais personne ne peut dire à l'OMS, avec la contribution, la France ne peut pas dire à l'OMS, avec mon argent, entre guillemets, vous ferez ça. Et aucun État... mais la France ne peut pas donner d'instructions les États, quels que soient les États ne peuvent pas flécher leurs contributions, alors que les organisations ou personnes privées le peuvent. Alors il y a la Fondation Bill et il y a Gavi. Et je me suis laissé dire, corrigez-moi si je me trompe, que c'est aussi Bill Gates. C'est-à-dire Gavi, c'est l'organisation qui a été effectivement financée par la Fondation Gates pour développer un certain nombre de vaccins. Et qui contribue très fortement à l'OMS. Alors qui contribue à l'OMS, probablement, mais qui en tout cas indique que une partie de la politique sanitaire de l'OMS, développée dans les États du monde entier, est entre les mains, non pas des États membres qui sont de droit, et qui disent voilà, on vous donne l'argent, après, mais des opérateurs privés qui, eux, peuvent décider de la politique sanitaire de leur choix. Et quand vous êtes à la fois milliardaire, contributeur privé de l'OMS à hauteur des sommes que j'indiquais tout à l'heure, et intéressé au développement des vaccins dans le monde entier, et quand par ailleurs l'organisme que vous financez s'apprête à avoir la maîtrise totale sur les politiques sanitaires mondiales en cas de pandémie, vous comprenez bien que le pont est assez facile à faire. C'est-à-dire que M. Gates peut décider dire à l'OMS, écoutez, moi je finance la campagne contre la pandémie, mais vous, dans vos recommandations, c'est pas la recommandation, dans les ordres que vous donnerez aux États pour la santé publique, vous direz que on va prendre ce vaccin-là. Auquel M. Gates, par ailleurs, est intéressé à titre financier par l'autre côté. Donc en fait, c'est de la philanthropie, c'est pas très difficile de faire de la philanthropie. C'est une philanthropie organisée et orientée, c'est une philanthropie bien comprise, comme on peut dire ironiquement. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça, quelque chose comme ça. C'est un bon caritatif, ça. Non, mais est-ce que ça c'est... juste un mot, est-ce qu'on a cité, donc le plus gros donateur privé, contributeur privé, c'est Gates. Oui, absolument. De très loin. Ah oui. Bon. Et comment il se fait que dans la charte, ils ont dit les privés peuvent effectivement imprimer leur mode de développement, en tout cas à partie, mais comment ça se fait qu'on a dit aux États, non, vous donnez, puis parce que c'est une logique qui est différente. D'une certaine manière, ça peut se comprendre. Si vous voulez inciter des donateurs privés à donner, il faut qu'ils y trouvent quand même. Il faut qu'ils y trouvent une partie de leur intérêt. Alors après, tout dépend de ce que vous mettez derrière la notion d'intérêt. C'est ça. Si vous êtes mu par un souci de générosité et de charité, vous pouvez dire, écoutez, moi je donne ça, puis comme un État, vous en faites ce que vous voulez. Non mais pardon, Jean-Frédéric Poisson, restons sur là, ce n'est pas ni vous ni moi d'avoir organisé ça. Non. Mais pardon, il y a des mécénats privés énormes. Bien sûr, oui. Mais on ne leur dit pas, par exemple, même les mécénats peintres, vous allez peindre ça ou ça. Non. Je veux dire par là que pourquoi on aurait pu dire, écoutez, voilà, les États, vous allez faire ça.
ça. Et puis, écoutez, on va évidemment les priver, on va parler de vous, on va dire que vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité, mais c'est nous qui décidons, et vous nous faites confiance. C'est ça qui est intéressant. Oui, je comprends bien, bien. Il y a peut-être eu une peur derrière ça, puis... Mais il y a surtout en réalité le fait qu'il y a deux sortes de généreux donateurs. Il y a les généreux donateurs qui sont intéressés par la cause, parce que c'est la cause, et puis les généreux donateurs qui sont intéressés par la cause parce que à travers cette cause, il y a des effets. Ils peuvent développer des politiques de leur choix. Et M. Gates, on le sait bien, dans le monde entier, avec sa fondation, déploie toutes les politiques de contrôle de la population, de LGBT, de machin, enfin tout ça se déploie aussi à travers l'OMS qui peut intervenir après avoir redéfini la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se donne le droit d'intervenir sur ces sujets aussi. Alors justement, de ce point de vue, on va en reparler tout de suite. Jean-Frédéric Poisson s'est développé à travers, ça fait 5 ans que ça a commencé, enfin que le premier confinement date d'il y a 5 ans, confinement planétaire, et on va en parler juste après cette petite pause, mais ce dont on va parler, c'est comment on a commencé à prendre, à se rendre compte que l'OMS, c'était pas vraiment tout à fait ça, et que les politiques suivies n'étaient pas tout à fait celles que le bon sens ou la générosité ou la charité ou autre devaient imprimer. On va en parler, et on va parler de Robert Kennedy Jr. notamment, qui a été l'un des premiers, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, un secrétaire d'État à la Santé aux États-Unis, et ce qui s'est passé, parce que c'est là qui a conduit à cette contestation globale de l'OMS d'aujourd'hui. On parle de tout ça après cette petite pause. Je vous rappelle 0826 300 300 pour nous appeler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec, et vraiment avec passion, nous avons lu le bouquin de Jean-Frédéric Poisson, OMS, l'overdose. Il faut le lire parce que ça nous concerne vraiment fondamentalement, cette histoire de santé. Cette histoire d'organisation, comment naissent et se développent ces organisations qui ont fait des choses passionnantes, on l'a dit aussi, ça n'a pas été du tout que négatif, mais ce qu'elles deviennent à un moment donné. Et à un moment donné, justement, peut-être la fracture a été là, Jean-Frédéric Poisson, c'est qu'à l'occasion donc du Covid, on a dit il y a une pandémie, il faut changer nos règles. Le traité sur la pandémie, vous avez dit, c'est nous qui devons prendre le pouvoir, nous, Organisation mondiale de la santé, et devons décider ce qui est bon pour vous parce qu'on est bien placé pour ça. Et là, il y a eu, et il y a de plus en plus, on le voit, une contestation très forte de cette volonté, qui n'est pas encore ni ratifiée par l'ONU ni rien, de cette volonté de changer effectivement la structure pour faire ce traité mondial et cette gouvernance mondiale de la santé. Et on voit ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé? Comment la contestation, en tout cas la mise en question, a grandi? Il y a deux choses. Enfin, il y a la volonté d'abord de l'Organisation mondiale de la santé de prendre le pouvoir sur, dans les situations de pandémie, pour ne pas être confronté d'une certaine manière, dans une logique qu'on peut entendre. À des États qui ne font rien, qui s'en occupent pas, qui font n'importe quoi. Il peut aussi y en avoir. Après tout, il y a des gouvernements fous partout. Tout à fait. Et dépasser la mauvaise volonté des États, qui peuvent être aussi affairistes que d'autres. Donc d'une certaine manière, ça peut s'entendre. Ouais. C'est la méthode qui est contestable. Si ça consiste effectivement à prendre l'intégralité des compétences de santé publique à la place des États, alors là, pour la souveraineté des peuples et des États, ça ne va plus. Donc on est allé d'une certaine manière un pont trop loin. Deuxièmement, là, on est en train de faire un verrouillage total du système. C'est-à-dire, quand il y a une pandémie, c'est moi qui commande. Qui décide qu'une pandémie, c'est moi aussi. Donc, il y a un moment où... Et que faire pour cette pandémie et comment la gérer, c'est de tout. Ça, c'est pas possible. Il y a plusieurs sources. La première, c'est la réalité de la pandémie de la Covid, qui a quand même bouleversé beaucoup de choses et qui peut conduire des organisations de santé à se poser ce genre de questions. Je viens de le dire, ça peut être légitime. Si c'est la solution qui ne l'est pas, c'est pas la question. Disons, ils ont aussi question à tout, comme vous, cher André. Après tout, ils ont le droit. Mais il y a deux phénomènes quand même qui sont intéressants. Le premier, c'est ce mouvement général que l'on décrit, qui est l'abandon progressif d'un certain nombre d'États de leurs propres prérogatives. Alors nous, en Europe, on voit très bien ce que c'est et à quoi ça conduit. Donc si c'est un abandon de plus, ça n'est pas une bonne nouvelle. Même si par ailleurs, en termes de santé publique, nos auditeurs doivent se rendre compte que toutes nos données de santé aujourd'hui, depuis 2016 ou 2017,
sont gérés par l'entreprise américaine, depuis 2018, sont gérés par Microsoft désormais. C'est Microsoft qui assure la gestion de nos données de santé publique. De la totalité de nos données de santé, d'accord. Et on a confié sous le quinquennat de François Hollande, la gestion des données de nos collectivités locales à la très grosse société de services informatiques américaine Cisco. Donc vous voyez que c'est pour ça que quand M. Séjourné dit hier soir sur un plateau d'une chaîne de radio concurrente ou hier matin que bien entendu nous allons sanctionner les entreprises numériques américaines, bon courage, parce que s'ils font ça, je pense que ça va très très mal se passer. Parenthèse fermée. Donc, la tendance générale des États, en particulier occidentaux, États-Unis exceptés, pour toutes les raisons récentes qu'on connaît, à abandonner leur souveraineté. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus sérieux, ou beaucoup plus grave d'une certaine manière, c'est la fin de la neutralité des organisations internationales. Pas en termes d'affiliation ou de vassalité à l'égard de tel ou tel État membre, mais en termes de conception politique. L'OMS a été, dans l'affaire de la crise sanitaire, c'est une opinion, mais je la partage, c'est la mienne en tout cas, l'instrument de la politique qui a conduit à favoriser l'intérêt des grands laboratoires pharmaceutiques contre l'intérêt de la santé des populations. C'est ça l'arbitrage qui a été fait au moment de la crise sanitaire. On peut me raconter n'importe quoi, tout ce qu'on veut, les preuves arrivent, les commissions d'enquête se déploient en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, partout. Les données sortent. En ce moment, on en parle beaucoup. D'ailleurs, on ne va pas retourner là-dessus, mais la fameuse affaire des SMS entre Ursula von der Leyen, la présidente des commissions européennes, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, dont on ne sait, à l'heure où on parle, vous le savez, Jean-Frédéric Poisson, on ne connaît pas l'intégralité des contrats signés par Ursula von der Leyen avec Pfizer. Pour 35 milliards quand même. Hein. 35 milliards, ce qui n'est pas rien. Vive la transparence. C'est ça. Donc c'est ça le problème, c'est que l'OMS a été conçue comme d'ailleurs l'ONU, l'UNESCO, pour mener des politiques dans l'intérêt des populations, d'une certaine manière, sans autre couleur idéologique que celle d'améliorer le sort quotidien des gens. Lorsque l'OMS entre dans cette mécanique, elle se met au service d'intérêts qui sont des intérêts privés, très clairement, et ça ne peut pas coller, parce que derrière des intérêts privés, il n'y a plus de neutralité. Faut pas, d'une certaine manière, le caractère public de ces organisations et internationales pouvait garantir une certaine forme d'équilibre ou d'absence de services d'intérêt privé. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. Et ça, donc, en fait, malgré un extraordinaire travail d'information, désinformation, selon le côté dans lequel on se place, enfin, il y a une fabrique du consentement, on ne va pas revenir là-dessus, extraordinaire, une fabrique du narratif aussi, hein, et on l'a vu dans d'autres domaines. Malgré cela, la mouvement de contestation s'est étendu très fortement, et d'ailleurs internationalement. Ah oui, puisque ce qu'on appelle, ce que les observateurs, ceux qui regardent ce sujet appellent le traité sur les pandémies, qui est en fait la modification du texte fondamental de l'OMS dont on parle depuis tout à l'heure, ainsi que la modification du règlement intérieur. Les deux textes sont modifiés en fait, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail pour aujourd'hui. Ont déjà fait l'objet d'une première tentative de ratification au moment de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé l'an dernier, au 1er juin. Il y avait une Assemblée générale à Genève, qui est le siège de l'OMS. Ils ont d'établir ce traité de la pandémie. Ils ont mis le texte sur la table et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été rejeté. Ils n'ont pas réussi à faire adopter ces modifications. Il y avait d'ailleurs une très grosse manifestation devant le siège de l'OMS. J'ai participé, j'y ai pris la parole l'an dernier. D'ailleurs, Florian Philippot était avec nous aussi. C'était en juin 2024. 1er juin 2024, ça, absolument, à Genève. Il y avait une dizaine de milliers de personnes venues du monde entier. Du monde entier ont pris la parole, des Australiens, des Japonais, des Anglais, des Suisses, des Autrichiens. Nous étions les deux seuls Français. On n'est pas d'accord. Pour dire on n'est pas d'accord, on ne veut pas de votre truc. Et à l'intérieur du bâtiment, il y avait une bagarre de couloirs, d'amendements, etc. pour rejeter le texte qui a finalement pas été adopté. Mais il a été remis sur le métier et il reviendra en discussion au 1er juin. En juin prochain, dans 2 mois. Fin mai, début juin, la prochaine Assemblée générale. Ensuite, il faudra que les États le ratifient. Car l'Assemblée générale, elle établit un texte, lequel texte est ensuite soumis pour approbation à l'intégralité des États membres qui doivent le ratifier selon les procédures habituelles de ratification de traités. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ce texte nouveau, la nouvelle constitution de l'OMS va arriver sur le bureau des pouvoirs publics français et probablement, si tout va bien, devant le bureau du Parlement. En tout cas, si j'étais parlementaire aujourd'hui, j'exigerais, compte tenu des impacts que ça a sur la santé publique et notre santé individuelle à nous, et notre relation avec le médecin, que le Parlement
soit sollicité sur la question. Que le pouvoir législatif retrouve des couleurs. C'est ça, c'est l'ancien parlementaire qui vous le dit. Donc, à un moment ou un autre, nos députés vont devoir se prononcer sur la ratification ou pas de ce texte. Et évidemment, alors nous allons, à l'aide de cette petite plaquette que vous pourrez trouver sur le site de VIA, par Internet... on le trouve, oui, si on veut le commander. Ah, c'est sur le site Internet, puisqu'il y a quel est l'intitulé du site Internet? VIA-la voix avec un E du peuple tout attaché. Alors, répétez. VIA-du-6, la voix E du peuple tout attaché. VOIE du attaché, la voix du peuple. D'accord. Voilà, et donc... je montre, voilà. Je la montre. Donc, alors, de ce point de vue-là, donc oui, je disais, nous allons adresser un certain nombre de parlementaires ce petit livret pour on va faire notre travail d'information, mais nos concitoyens peuvent aussi, de leur côté, en faire un petit bout. Alors, dites-moi, que pèse ou que, à votre avis, peut peser quand même la décision spectaculaire du gouvernement Trump de quitter l'OMS? Ça a fait quand même beaucoup de bruit. Et récemment, l'Argentine de Javier Milei aussi. D'abord, ça crée un précédent. C'est le premier, c'est le premier. À ma connaissance, en tout cas, oui. Donc, ce sont les deux premiers à partir. Deuxièmement, les États-Unis, c'est pas un petit contributeur, donc c'était même le principal contributeur des pays du point de vue nation. Absolument. Donc, si vous voulez, ça fait quand même du bruit. Alors, on peut lire ça de deux façons. La première façon consistant à dire, de toute façon, Donald Trump a décidé de tout casser, tout ce qui ressemble de près ou de loin aux politiques des lobbies, au mondialisme, qu'il soit sanitaire, wokiste, tout ça, il est en train de lui casser la figure. Donc c'est un acte de plus qui va dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a aussi, de ce que je comprends du personnage et des politiques qu'il conduit, il doit considérer que c'est une dépense inutile, donc il n'y a plus lieu de l'effectuer. Et puis, il a nommé un secrétaire d'État à la santé qui n'a pas l'intention de se faire dicter par qui que ce soit les choses qu'il a envie de faire. Junior, je rappelle son livre sur Fauci et il a écrit, il a raconté la crise tout Covid, ça. Absolument. La crise Covid, oui. Absolument. Fauci d'ailleurs, dont la grâce prononcée par Biden a été supprimée par Trump, donc il va certainement passer dans les tribunaux lui aussi un de ces jours. Et on va en apprendre encore de belles, probablement. Oui, ça ne fait que commencer, effectivement, ce qui va sortir de ce point de vue-là. Mais vous, alors, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous êtes, sur le fond, d'accord, si on va jusqu'au bout, et que peut-être, parce que ça peut arriver, que l'OMS se défasse, je veux dire, voilà, et qu'une majorité d'États dit après tout. Est-ce que vous êtes, alors, il y a, et on en a parlé, des États en faillite, ou des États qui ne font pas ce qu'il faut faire, mais quand même, de ce point de vue-là, vous vous dites que, en matière de santé, c'est bien d'avoir peut-être une coordination internationale, mais en aucun cas un gouvernement mondial qui dicte ses résolutions. Mais vous, personnellement. Moi, je suis d'une tradition universitaire philosophique et attaché pour des tas de raisons à la philosophie grecque et à la philosophie médiévale. Lorsque nos ancêtres du Moyen-Âge inventent les universités dans toute l'Europe, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en France, les grands professeurs de ces universités parcourent l'Europe à pied pour aller enseigner d'une université à l'autre, se parlent, se répondent, s'écrivent, dialoguent par ouvrage interposé. Enfin, le dialogue intellectuel, il existe dans la tradition occidentale depuis qu'il y en a une. En matière de recherche, il n'est pas nécessaire d'avoir une organisation mondiale de la recherche pour que les chercheurs travaillent ensemble, se parlent d'un laboratoire à l'autre, etc. Surtout que technologiquement, aujourd'hui, c'est facile. Bien sûr que oui. Donc pour la médecine, évidemment qu'il ne s'agit pas de rester tout seul dans son coin, mais d'une certaine manière, c'est la même chose que pour la réforme de l'Union européenne. Il y en a qui disent, si vous sortez de l'Union européenne, ça casse tout. Non, les pays européens ont travaillé les uns avec les autres avant l'Union européenne, quand même. Dieu merci. Donc, Airbus, c'était avant l'Union européenne. Et Ariane Espace aussi, et le programme Erasmus aussi. Enfin, d'ailleurs, les choses dans l'Europe qui ont marché se sont faites la plupart du temps sans la Commission de Bruxelles, ce qui devrait être un bon signe donc, si vous voulez, je crois que cette coopération médicale internationale, elle peut exister même s'il n'y a pas d'OMS. Ce qui est problématique, ce qui ne se retrouverait pas facilement, ce serait le financement des campagnes sanitaires. Alors, celles qui sont utiles, qui servent à quelque chose et qui rendent service aux populations, là, il n'y aurait plus, de choses pour remplacer. Mais c'est de la même manière. Est-ce qu'il faut vraiment une organisation mondiale qui décide à la place des États pour assurer
une aide économique ou une aide sanitaire au développement des pays qui en ont besoin? Non, en fait, la réponse est non. Oui, et puis ce qu'il faudrait effectivement, de ce point de vue-là, c'est que les États consacrent plus d'argent à leur santé. Ils n'ont plus besoin de Bill Gates. C'est-à-dire que la santé, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre peut-être avant. Enfin, on revient aux dépenses publiques et à la dette publique et aux dépenses. Le gaspillage. Oui, ce qui, pour un certain nombre de pays en voie de développement, comment dire, ou dont le système de santé n'est pas encore tout à fait au point, pas évident, nécessiterait quand même un parcours assez long pour le coup et probablement difficile. On va en parler et on va parler d'autres choses. On va parler effectivement de la loi sur l'euthanasie, peut-être ce qui s'est passé dans les manifestations. On va parler un peu de l'état des lieux, en tout cas de l'état de la France, avec Jean-Frédéric Poisson. Restez avec nous. Une petite pause et on se retrouve dans tous ces états, midi 14h. André Berkoff. Avec Jean-Frédéric Poisson, nous avons effectivement exploré les chemins intéressants, mais pas toujours radieux de l'Organisation mondiale de la santé et où on en est aujourd'hui. Mais peut-être on va parler d'autre chose. D'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson, vous aviez écrit avant celui-là « Les soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie » aux éditions MAM. Et justement, aujourd'hui, eh bien, à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales a entamé l'examen des 2 propositions de loi sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 2 textes. On aurait pu penser qu'il y aurait un seul texte. Eh bien, c'est le format imposé par le Premier ministre François Bayrou pour apaiser les antagonismes entre 2 camps irréconciliables. Alors expliquez-nous, les soins palliatifs et l'aide à mourir, c'est vrai que ça fait l'objet d'énormément de polémiques, y compris l'écrivain Michel Houellebecq, par exemple, et beaucoup d'autres qui se sont intéressés à cela et qui n'est pas intéressé, effectivement, par le fait que, voilà... on est tous concernés, en fait. Vous savez, c'était André Malraux qui disait... l'homme est le seul animal qui sait qu'il doit mourir. Absolument. Et donc, alors... Vous, votre prise de position, c'était quoi? C'est quoi? Je suis absolument contre toute possibilité pour un être humain d'ôter la vie à un autre être humain, en dehors des situations de légitime défense, bien sûr, qui relèvent d'un autre cadre. Non, bien sûr. Donc, parce que je considère que la vie est le plus grand bien dont nous disposions, même si elle peut être difficile, affectée, atteinte, fragilisée, etc., que la dignité d'une personne humaine s'entend sans concession, sans restriction et sans exception, quel que soit son état, quelle que soit sa faiblesse, quels que soient ses torts. Je suis absolument opposé à toute forme de légalisation de l'euthanasie. Oui. Et en tant qu'ancien représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide, où j'ai représenté le Parlement pendant 5 ans, j'ai regardé de près ces affaires de santé mentale, y compris dans le monde professionnel, dans le droit du travail, etc. La logique selon laquelle on déploie des politiques publiques très actives, et on a raison, pour prévenir du suicide, pour dire aux gens, écoutez, vous avez envie de vous suicider, on comprend, mais ne le faites pas. Appelez quelqu'un. Mais en revanche, si vous demandez à un tiers de vous donner ce qu'il faut pour le faire, alors là, personne ne vous en empêche, et même on l'inscrit dans la loi. Donc il y a une espèce de schizophrénie sur ces sujets. Vous ne dites pas hypocrisie, vous dites schizophrénie. Oui, je pense pas que ce soit de l'hypocrisie, parce que je ne veux pas faire de procès d'intention en insincérité aux gens. Mais je suis absolument opposé à tout cela, d'autant plus que, c'est d'ailleurs ce que disait ce matin sur une autre antenne le ministre de la Santé Yannick Neuder, si jamais on avait déployé comme il l'aurait fallu depuis maintenant 25 ans, les soins palliatifs qui sont un droit pour vous, pour moi, pour tous nos auditeurs, dans la loi depuis 1999, chacun qui demande à pouvoir en bénéficier doit pouvoir en bénéficier. Si on l'avait déployé, l'expérience constante des soignants, c'est qu'il n'y aurait pas, en fait, de demande d'euthanasie, il n'y aurait pas de débat sur l'euthanasie. Sauf de manière extrêmement résiduelle et très, très partielle. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer avec ce texte, c'est que, en inscrivant dans la loi la possibilité de mettre fin au jour de quelqu'un, en dehors des situations de légitime défense, en fait, on change de monde. On transgresse un interdit fondamental qui est le principe fondateur de toute vie en société. Alors Jean-Frédéric Poisson, écoutez, on fera une émission là-dessus parce que je crois que ce serait très intéressant à discuter parce que, écoutez, des pays comme la Belgique ou la Suisse pratiquent
effectivement l'euthanasie, appelons-le comme... Mais ce ne sont pas des pays particulièrement inhumains. Et surtout, j'entends ce que vous dites, mais juste un début de discussion, mais est-ce que quand même, si quelqu'un estime en toute lucidité, que sa vie... Je vous donne un exemple personnel. Ma tante, la sœur de mon oncle, le frère de ma mère, ça s'est passé il y a quelques années, elle vivait en Amérique, dans l'Oregon, où vous avez le droit, vous savez, bon. Et elle avait un cancer, mais un cancer qui la laissait pas mourante de douleur. Enfin, je veux dire, elle n'était pas en train d'être torturée. Et un jour, elle avait 87 ans, et elle dit, écoutez, moi, ça va, j'ai bien vécu. Voilà. Vraiment, je me rappelle, moi-même, j'étais choqué. Je lui dis, mais ça va, tu es pas dans la... Enfin, tu es pas paralysé, etc. Oui, mais j'estime que j'ai vécu. Et vous savez, ils sont venus 3 fois, c'est-à-dire qu'ils viennent à... Enfin, je ne veux pas faire des détails, on n'a pas le temps. Mais pourquoi, à votre avis, quelqu'un qui décide lucidement, encore une fois, sans, je parle pas des pressions, etc., de dire, écoutez, aidez-moi à partir comme ça, sans douleur, etc., en quoi ça vous paraît pas possible? Puisque vous évoquiez la possibilité d'une conversation ultérieure sur le sujet, je ne vais pas répondre complètement tout de suite. C'est vrai, oui. Je vais laisser la porte ouverte. Oui. Première question... Je vais faire comme un jésuite, c'est pas bien, mais je vais vous répondre une question par une autre question. À quel prix, quel est le prix symbolique, qu'est-ce que ça fait dans la société, le fait que on transgresse ce principe de l'interdit de tuer? Premier élément. C'est pas tuer. Il y a bien quelqu'un. C'est vrai qu'on ne va pas faire ces discussions pendant longtemps. Les soignants qui ont pris la parole hier dans le Figaro disent ça. Madame Fourcade, qui est la présidente de l'Association française de soins palliatifs, disait ce matin. Oui, je sais, je l'ai reçu. Il faut préparer l'injection, il faut quand même le mettre dedans. Enfin, il y a un acte qui est. Il y a le cocktail lithique. Oui, mais enfin, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Oui. Bon. Mais à la demande de quelqu'un, à la demande lucide. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cas qu'on traite là. Ça a un impact sur l'ensemble de la société. Quel est cet impact? Il faut réfléchir aussi à ça. Deuxièmement, il y a aujourd'hui dans la loi la sédation terminale profonde irréversible. C'est la loi Claes-Leonetti de 2016. C'est vrai, celle-là, c'est un bon argument. Qui répond à la question que vous venez de poser. Même si elle n'est pas sans poser de problème, etc. L'état actuel de la loi, c'est ça. Mais ça, vous n'êtes pas contre cette sédation terminale? Moi, j'ai trouvé que dans ce texte de loi, il y avait des dérives possibles. Mais est-ce que c'est pas le fait que... Oui, je comprends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette loi-là, aujourd'hui, elle existe. Ouais. Ce qui fait dire à Jean Leonetti, et ce sera mon ami Jean Leonetti, que je salue d'ici, on va passer d'un état dans lequel on traite la situation des gens qui vont mourir à la situation de gens qui veulent mourir. Ce changement de verbe explique toute la différence. Elle est d'un poids pour la société très considérable. Et ce sera peut-être l'objet de notre prochaine conversation. Ah mais absolument, professeur Frédéric Poisson, parce que c'est une question fondamentale. C'est vrai que c'est très important. On peut pas décider ça à coup de slogans, etc. Personnellement, moi, je suis pour la liberté, mais la vraie liberté de chacun, de choisir sa vie, choisir sa mort. Mais on va faire voyons-nous le jour où le texte arrivera en séance plénière. Il est en commission pour l'instant. Voilà, on va regarder ça. En tout cas, je vous recommande vraiment de lire, d'ailleurs aussi bien le livre sur le soin palliatif et la vraie alternative à l'euthanasie, parce que ça nous concerne tout autant, et ce libelle OMS l'overdose. Est-ce que la France va suivre l'exemple des États-Unis et de l'Argentine et va sortir de l'OMS? Juste une dernière question. Pensez qu'il y a des chances que la France aujourd'hui si j'étais le gouvernement français, je commencerais par demander aussi, moi, pour l'État français, le droit de flécher les dons que je fais à l'OMS. D'accord, oui. Ça pourrait commencer par là, avant toute autre forme de procès. Ce serait un bon point de départ. Mais je pense que même ça, compte tenu de la mollesse de la moelle épinière de nos dirigeants... Vous trouvez que notre gouvernement est mou? Je les trouve un peu fatigués, mais ça fait longtemps qu'ils le sont en réalité.
C'est un vrai problème. Non, mais c'est amusant. Écoutez, moi, je trouvais que Jean-Noël Barrot, face à l'Algérie, a été d'une fermeté exemplaire. Sans égal. Sans égal. Je ne le recruterai pas pour avoir joué à côté de moi dans la première ligne du 15 parlementaire de rugby, je vous le dis. Oui, le ballon passerait trop vite. Merci Jean-Frédéric Poisson. L'OMS, l'overdose. Vous savez, VIA, vous pouvez voir sur le site de VIA. Voilà. Est-ce que la France s'en sortira? En tout cas, on souhaite vraiment que, en général, la France s'en sorte. C'est notre souhait le plus cher.